Le monde du digital est en constante évolution. Cela se caractérise non seulement par les sociétés qui le dominent, mais aussi par les dynamiques sociétales qui régissent notre quotidien. Internet a révolutionné notre manière de consommer l'information en créant un nouvel espace-temps, celui de l'instantané. Aujourd'hui, une personne, d'une manière générale, consacre en moyenne presque la moitié de sa journée au numérique, à savoir 9 heures sur 24 à consommer audio, texte, vidéo, réseaux sociaux, que cela soit sur téléphone, tablette ou ordinateur. Alors, dans une ère autant mobile que sociale, où la consommation de l'intelligence artificielle est au sommet, on se pose un certain nombre de questions, à savoir, quel est l'impact réel du digital sur notre société au XXIe siècle? Quelles sont les conséquences sur nos rapports humains et sur notre culture? Mais aussi, comment les entreprises s'adaptent-elles au numérique pour une meilleure productivité? Nous sommes toujours ici au Centre culturel Blaise Senghor, en plein milieu du Salon des arts visuels. Ne manquez pas cette exposition jusqu'au 22 novembre. Nous rejoignons tout de suite nos invités sur notre plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sur la bonne forme. Alors aujourd'hui, nous parlons digital, Internet et numérique. J'ai l'honneur d'avoir en ma présence deux experts sur le sujet, M. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir Sophia. Et M. Nino Mendy, comment ça va? Ça va bien, madame. Alors, pour les petites présentations, M. Kane, vous êtes fondateur de la société Gainako, c'est bien ça? Gainako. Gainako, accélérateur digital spécialisé en conseil marketing. Vous êtes diplômé d'un master en management international et d'un bachelor en global marketing, mais aussi d'un MBA, comme on le dit aux États-Unis, en marketing. C'est bien ça? Et M. Nino Mendy, vous êtes spécialiste en stratégie et communication publique. Vous avez occupé la fonction de directeur de la communication et du marketing à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et vous êtes aujourd'hui directeur de l'Observatoire des usages numériques du Sénégal. Alors, vous allez nous en dire plus sur cet observatoire tout à l'heure. Mais M. Ibrahima Kane, la première question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport au nom de votre société. Gainako, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui le savent pas? Alors oui, Gainako, c'est un mot peul qui signifie berger. Donc l'idée pour nous, en tout cas, lorsqu'on a créé Gainako, c'était d'associer l'image des communautés digitales sur Internet à l'activité du berger qui guide son troupeau vers les pâturages. Donc c'était un peu l'image qu'on a essayé de véhiculer. Donc, vous êtes Peul, donc c'est un clin d'œil à votre culture. J'ai trouvé ça intéressant de lier un peu, parce qu'on y revient toujours, hein, cette identité culturelle qui est très forte, même si on parle de digital, elle reste là, donc c'est important de le dire. C'est en fait en 1989 que Tim Berners-Lee a créé ce qu'on appelle aujourd'hui communément le web. Et tout le monde, ou presque tout le monde, l'utilise de nos jours. Tout ce qui est Internet, c'est un outil de travail, de divertissement, de beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais vous, en tant qu'expert, Monsieur Mendy, comment est-ce que vous nous définissez le digital? Qu'est-ce que c'est vraiment cette notion du digital? Et c'est quoi en fait qui fait que ça a un si grand impact dans nos vies aujourd'hui? Voilà, merci madame de l'invitation. Quand on dit digital, on oublie l'autre partie parce que la notion de digital fait appel au doigt, à l'usage du doigt au niveau des dispositifs. La notion de numérique est beaucoup plus élargie et c'est réellement en parlant des codes et autres que ça donne beaucoup plus, c'est le concept le plus précis pour parler de ce qu'on appelle communément le digital. Alors, vous savez, le digital ou le numérique, c'est 3-4 grandes choses. Ce sont des infrastructures, les ordinateurs, etc. Ce sont des services que les gens utilisent, etc. Ce sont des applications, ce sont des fonctionnalités, etc., etc. Et au-delà de ces infrastructures, de ces dispositifs,
il y a des études également qui sont faites sur ces éléments. C'est tout ça qu'on appelle le numérique. Maintenant, pour faciliter la compréhension, c'est une combinaison de l'image, du son et bien d'autres éléments qu'utilisent les hommes qui passent aujourd'hui par des chiffres, par des nombres. Et c'est ce qui fait que voilà, on parle à la limite du tout numérique parce que c'est à partir de codes maintenant que tout cela est manipulé. D'accord, c'est une très bonne explication. Merci pour ça. Monsieur Kane, avec cette explication, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le digital et le numérique ont un tel impact dans notre société aujourd'hui? À votre avis, pourquoi est-ce que c'est au niveau, on est rendu à ce niveau avec tout ce qui est numérique? Oui, en fait, si on regarde déjà l'histoire d'Internet, on va prendre l'histoire moderne parce qu'effectivement l'histoire remonte de plus de 50, 60 ans aujourd'hui. Mais l'histoire moderne peut débuter au milieu des années 90, donc aux États-Unis avec l'avènement de l'Internet commercial, c'est-à-dire l'Internet qu'on a aujourd'hui sous format ADSL, qui s'est développé grâce à l'utilisation des browsers, comme Internet Explorer par exemple, qui permettent à des gens d'accéder au web sous format compréhensible, disons. Donc cette première partie-là a vraiment été localisée aux États-Unis. Donc on a eu un développement très fort. Des sociétés comme Amazon se sont créées, je crois en 98 par exemple. eBay, on a eu un petit frémissement qui a été poussé par l'activité économique. Donc c'est 4 ans vraiment intenses où on est passé d'une trentaine de millions de personnes connectées à un demi-milliard. Donc dans les années 2000, et on a subi un crack qui a vraiment effacé de la surface de la planète pas mal d'entreprises, notamment à ce moment-là. Et après cette première dépression-là, donc de toute façon, tous les schémas boursiers sont les mêmes, hein. Dès qu'il y a une euphorie, il y a toujours une dépression après. Et c'est ce qui s'est passé en 2000, on a eu le premier crack. Les gens ne savaient pas trop comment incorporer cet outil dans la vie de tous les jours, mais on a une reprise. Donc, on a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés d'abord. Facebook, Twitter, YouTube sont arrivés au milieu des années 2000, donc une fois que la reprise est passée. Et le deuxième boost qu'on a eu réellement, c'était avec l'avènement des smartphones, qui est arrivé à partir de 2007-2008 jusqu'à 2010, donc avec l'iPhone notamment, ce qui a permis à beaucoup d'utilisateurs de pouvoir avoir Internet dans leur poche. Ça a profondément changé les comportements, ça a permis aux gens d'avoir une ouverture sur le monde dans leur poche, voilà, constante. Et donc depuis, disons, 2008, donc ça fait à peu près 10 ans, qu'on est dans ce monde du tout numérique dont M. Mendy parlait, et c'est vraiment dû, je pense, au téléphone. Qui a vraiment développé notre accoutumance et qui a changé un peu nos usages. Donc ce qui fait que le numérique se développe, je pense que c'est l'accès aux multimédia qui permet aux gens de se divertir, mais aussi de faire d'autres choses, d'apprendre, de travailler, de communiquer. Donc voilà, c'est rapprocher les êtres humains et c'est vraiment l'innovation la plus déterminante de ces 25, 30, 40 dernières années. Ouais. Oui, le rapprochement de l'être humain, le changement de comportement, on va en reparler, il y a beaucoup à dire sur ça, comme on en discute souvent entre nous. Ce qui est sûr, c'est qu'Internet est une plateforme très visuelle qui cherche l'émotion souvent de l'utilisateur, qui parle à son émotion, à son intellect. Et c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Quand on pense à un contrôle et qu'on pense à une plateforme qui touche un peu tout le monde, on peut être ici en Afrique et connecter avec des gens qui sont aux États-Unis, donner des informations, tout est fluide, tout ce qui se passe s'y passe sans vraiment de barrières. C'est difficile d'associer cette notion de contrôle à cela. Il y a souvent des dérives. Il faut le dire, sur Internet, on a eu beaucoup d'exemples de ces dernières années d'informations qui peut-être ne devaient pas être là et qui ont été là. On se rappelle des dernières élections aux États-Unis avec les emails de Hillary Clinton qui ont été déversés pour justement influencer les tendances, ou alors certains meurtres qui ont été filmés en direct sur Facebook. Donc je vous ai tous les deux et j'aimerais vous demander en tant qu'expert, comment est-ce qu'on évite ce genre de dérive? Comment est-ce qu'on contrôle vraiment une plateforme aussi fluide et qui n'a pas de barrière? Alors, vous posez une question très, très importante parce que
déjà, avant de venir peut-être exactement à cette question, nous avons omis de noter ce qu'on pourrait appeler les caractéristiques du numérique. C'est la disparition du temps, ou de la transformation de la notion temps et de la notion espace. Les humains ont toujours voulu aller très vite. Et l'Internet ou le numérique leur a permis aujourd'hui d'aller très vite. C'est quand même une précision importante. Alors, est-il possible de contrôler? Ou comment la notion de contrôle peut être abordée en ce qui concerne le numérique? L'Internet est contrôlé. Parce que l'Internet, ce n'est pas tout le numérique. J'ai donné un certain nombre d'éléments, de composantes du numérique. L'Internet est une partie du numérique. Alors, l'Internet est contrôlé par celui qui l'a créé. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on parle aujourd'hui d'une sorte de nouvelle colonisation de l'Afrique par ceux qui ont créé Internet en parlant des données personnelles. Alors, le contrôle, comme vous savez, même dans le contrôle dans les entreprises, le contrôle, c'est 3 étapes. C'est avant, pendant et après. Le premier contrôle devrait être la législation. Et l'Internet, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'éléments. Ce sont les infrastructures, c'est le réseau, etc., etc. Qu'est-ce qui est fait? Et comme on l'a dit, la pratique devance toujours la loi. Les humains, la loi anticipe, ou les lois, ou la législation anticipe très rarement sur les pratiques humaines. En général, on constate avant de légiférer. Malheureusement, parfois, on légifère au moment où c'est presque trop tard. Et l'Internet reste, c'est-à-dire que l'Internet, comme on dit, c'est l'une des, même si il est difficile de parler de révolution, même si à un moment aussi il faut considérer que c'est une révolution, le numérique est la plus grande révolution du XXIe siècle. Et quand on dit révolution, cela veut dire une sorte de basculement et de bousculade des codes. Oui, d'ailleurs, sans vous couper, il y en a qui disent, qui aiment bien lancer cette boutade que la Troisième Guerre mondiale se passe sur Internet. C'est pour dire l'impact que ça a dans nos vies. Parce que cette notion nous amène tout simplement à constater qu'aujourd'hui, on peut voler vos données, on peut voler votre plan stratégique de l'avenir d'un pays, on peut voler N choses. Donc, il y a un retard évident que l'on peut constater au niveau des législations, surtout des législations africaines en matière de protection des droits des données personnelles. L'Afrique traîne le pied. Et ceux aussi qui contrôlent, c'est pourquoi je disais que le contrôle, ceux qui l'ont créé, contrôlent. Pourquoi? Parce que sur Internet, tout est retraçable. Et il y a bel et bien des data centers qui gèrent l'ensemble des données, des trafics sur Internet. Donc, à ce niveau, il y a contrôle. Maintenant, l'Internet, c'est aussi des acteurs. Donc, le contrôle, en dehors de l'aspect processus, c'est aussi les différents acteurs. Ceux qui gèrent aujourd'hui les GAFAM, les grandes, ces multinationales, qui sont parfois même dans certains domaines plus forts que les États, les usagers eux-mêmes et les autres qui sont au niveau de la distribution des infrastructures. C'est-à-dire que l'ensemble, le contrôle ne peut pas s'exercer sur l'utilisateur seulement, sur l'usager, ni sur le producteur, ni sur le distributeur. Il doit être exercé sur tout le monde. Et ça, ce n'est pas encore pensé jusqu'à un certain niveau dans notre contexte. Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que chacun a une part de responsabilité. Vous avez parlé de législation, donc l'État a sa part de responsabilité. Ceux qui ont créé, par exemple Facebook, qui a toutes les données de tellement de monde aujourd'hui. Et comme on le dit souvent, on pense que Facebook est gratuit, mais non. Facebook n'est pas gratuit parce que nos données sont là et elles sont utilisées. Après, d'un point de vue éthique, il faut se poser la question de ce qu'on en pense. Mais donc, les créateurs de Facebook, l'État et nous, les utilisateurs, chacun a sa part de responsabilité. C'est bien résumé comme ça. Monsieur Khan, ce que j'aime bien relever avec j'ai envie de dire, les défenseurs de Internet, c'est cette notion de réseaux sociaux. Moi, j'aime bien les appeler les réseaux antisociaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que des réseaux, c'est intéressant de voir que des réseaux, un système qui est censé nous rapprocher et qui nous rapproche. Aujourd'hui, on est ici à Dakar, on a un parent, un ami, un collègue qui est en Chine.
on a le moyen de communiquer très facilement, très simplement. Donc, de ce sens-là, ça nous rapproche. Mais que dites-vous aux gens qui vous disent que ça tue la vie de famille, par exemple? Aujourd'hui, on peut rentrer dans une famille, autour d'une table, sans discussion, chacun avec son téléphone. Alors que peut-être que si on retirait les téléphones, le contact humain et puis la discussion et puis l'échange humain serait plus là. C'est pour ça que cette notion de réseaux antisociaux, moi j'y adhère. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais, je vais quand même défendre un peu ma paroisse parce qu'en fait, pour moi, l'être humain va toujours chercher l'explication dans la nouveauté. On a beaucoup aussi de réflexes un peu réactionnaires qui vont nous pousser à être plus conservateurs. Mais c'est des débats que nous avons forcément eus lors de l'avènement de l'imprimerie. Lors de l'avènement de la télévision, évidemment, vous avez des familles qui se retrouvent à table ou bien à un moment de famille en train de regarder la télévision plutôt que d'interagir entre eux. Je pense qu'aujourd'hui, Internet, c'est juste une suite logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déresponsabiliser les gens que ce soit dans leur cercle familial, etc. Il suffit d'imposer des règles, tout simplement. Si vous ne voulez pas que vos enfants, par exemple, soient sur leur téléphone et que vous pensez qu'ils ont besoin plutôt d'être dans la discussion, dans l'échange, c'est à vous de fixer ces règles-là. Il ne faut pas donner à Internet le pouvoir qu'il n'a pas. Ce n'est pas Internet qui accapare les gens, c'est les gens qui rentrent sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'intérêt sur leur téléphone à converser avec leurs amis qui se trouvent à 100 mètres ou à 100 000 mètres. Qu'à converser avec la famille? Exactement, mais c'est malheureusement le cas à certains moments ou dans certains milieux peut-être, mais voilà, il ne faut pas, je pense, déresponsabiliser les gens. Aussi, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il faut quand même voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. On a des possibilités incroyables. On peut citer par exemple des artistes au Sénégal qui sont sur Instagram, qui se sont fait découvrir, par exemple le peintre Boubou Design, par exemple, qui s'est fait repérer parce qu'il peint à l'envers, quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui se retrouve propulsé au devant de la scène internationale, mondiale, grâce à Internet. C'était inimaginable il y a 15 ans, il y a 20 ans. Beaucoup de gens, de jeunes qui sont de ma génération aussi peuvent créer des entreprises, se retrouver dans la ruralité, en ville, travailler. Voilà, on travaille avec notre téléphone, on travaille avec notre ordinateur, on a simplement besoin d'une connexion Internet. Donc les connexions sont toujours présentes. Je ne pense pas que ça soit Internet qui déconstruit la société autant que les clips vidéo de Michael Jackson dans les années 80 déconstruisaient la morale. Voilà, je pense que c'est les éternels débats qu'on a toujours. Chacun a ses responsabilités, je pense. D'accord, donc c'est à nous de voir de fixer les règles, c'est ça. D'accord, c'est un excellent argument d'ailleurs, je dois le dire. Alors justement, mais parlons-en parce que vous avez levé un point excellent par rapport à tout ce qui est influenceur, tout ce qui est un peu cette communauté de se faire découvrir sur les réseaux sociaux, qui est excellent. Ma question pour vous, ce serait, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un côté addictif à la chose? Pourquoi? Parce que finalement, il y a des exemples de success stories, comme on dit en anglais, des exemples de réussite grâce aux réseaux sociaux, et ça devient un peu pour tout un chacun la course au like, la course à la reconnaissance, la course à la validité à travers les réseaux sociaux, ce qui n'est pas très sain et ce qui atteint notre santé mentale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que M. Khan pourrait développer une perspective très intéressante. Je vais plonger, comme on dit. Alors, la première question, comme vous savez, je suis dans une perspective de recherche. Et la première question que je me pose, c'est qui a dit que les réseaux sociaux numériques ou les réseaux numériques sont des réseaux sociaux? C'est la première question. Vous savez, dans le domaine du numérique aujourd'hui, il y a les marketeurs qui sortent des concepts qui sont tout simplement magnifiques. Il y a les informaticiens qui sortent des concepts, ce qui fait que les universitaires doivent cribler ces concepts pour mieux comprendre. Alors, quand on dit les réseaux sociaux numériques, qu'est-ce qu'un réseau social? C'est d'abord un regroupement de personnes qui se connaissent, qui partagent une réalité. Je parle de réseaux sociaux dans la vie de tous les jours.
Nous allons maintenant vers les réseaux sociaux numériques. Ce que vous dites, quand vous comprenez comment les humains fonctionnent ou les hommes fonctionnent, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des gens dans la vie qui ont besoin de se mettre en scène. Les réseaux sociaux sont devenus un plateau ou un podium pour se mettre en scène, pour se valoriser. Il y a des gens aussi que la vie sociale a tellement écrasé que les réseaux sociaux sont un moment pour eux de ressurgir, peut-être de prendre une revanche. Vous savez, quand quelqu'un qui publie une Porsche qui montre qu'il est dans le restaurant le plus cher au monde, le public, il peut peut-être le faire de manière naturelle parce que c'est son environnement. Mais vous ne pouvez pas imaginer le retentissement psychologique que ça peut avoir sur le jeune peut-être qui habite le village de Sadio Mané, Bambali. Je peux continuer pour vous. Le jeune qui habite ce village-là, il va avoir envie de faire la même chose. Et c'est dangereux parce qu'il peut se créer une réalité fictive et justement vivre à travers cette réalité fictive des réseaux sociaux. Donc vraiment, la question c'est où est la limite? Est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est à nous de revoir nos comportements et de s'interroger sur nous-mêmes et de prendre nos responsabilités. Mais à travers ça, est-ce que justement il y a ce côté addictif des réseaux sociaux qui peut influer sur notre santé mentale? Absolument, absolument. Mais en fait, je ne veux juste pas qu'on stigmatise Internet par rapport à autre chose, à notre médium, par exemple comme la télévision. On a eu, par exemple, à un moment, tout le monde qui voulait être chanteur, par exemple, et ça, c'est l'industrie musicale. Donc, en fait, je ne veux pas qu'on dise que c'est du fait d'Internet uniquement, sans regarder la population. Il faut aussi, voilà, j'aime bien aussi défendre les gens parce que je pense que l'être humain est d'une intelligence incroyable. Et c'est indépendamment du niveau social, du niveau d'études, etc. Je pense que chaque individu fait ses décisions de façon rationnelle, avec beaucoup de recul malgré tout, même si on pense que non. Et je rejoins parfaitement M. Mendy. Dans certains cas, les réseaux sociaux sont aussi une thérapie. C'est-à-dire que des gens qui ont des besoins, on a plusieurs personnalités aussi dans la vie. On n'est pas forcément le même avec sa compagne, qu'on est avec ses amis, qu'on est dans son club de foot, qu'on est voilà, ou qu'on est dans son regroupement religieux, quelle que soit sa confession. On a plusieurs personnalités et ces personnalités-là doivent s'exprimer aussi. Donc, par exemple, on peut parler d'Instagram qui aujourd'hui est un réseau social qui pousse une certaine mise en avant de soi. C'est indéniable, mais voilà, il faut aussi, pour revenir encore au point du professeur, revenir surtout sur la responsabilité de chacun, la responsabilité des plateformes. D'ailleurs, Instagram a annoncé la semaine dernière qu'ils étaient en train de tester, ils sont en train de déployer en ce moment le système sans like, c'est-à-dire ils vont enlever le nombre de likes, car ça devient une compétition. J'ai plus de likes que toi, notamment chez les adolescents, ça devient très compliqué à gérer. Ils vont le retirer, donc eux aussi ont pris leur part de responsabilité. Maintenant, c'est aux gens, les parents, voilà, d'inculquer les valeurs qu'il faut. On ne peut pas vouloir blâmer Internet pour les comportements des gens tout le temps. Donc je pense que c'est une question complexe, mais qui doit se résoudre au niveau des responsabilités de chacun. Si vous permettez, je voudrais relever ici que nous sommes dans un domaine qui est également une organisation où il y a des entreprises. On cherche de l'argent à travers Internet. Ceux qui lancent ces plateformes cherchent de l'argent. Donc, il y a moins l'idée de moralité, d'addiction, etc. Ça peut ne pas être leur problème. Oui, l'addiction, c'est une pathologie. C'est à la limite une maladie. C'est la raison pour laquelle, en discutant tout à l'heure, je vous ai dit, mais écoutez, tel que le numérique prend de l'ampleur aujourd'hui, pourquoi ne pas intégrer dans notre système éducatif l'éducation à la citoyenneté numérique pour apprendre aux jeunes, pour apprendre aux adultes, parce qu'une innovation, c'est une innovation. Tout le monde découvre l'innovation. Et à ce titre-là, en découvrant, nous n'avons pas les mêmes compétences face à l'innovation. Ça, il faut que les gens le sachent. Et vous avez parlé tout à l'heure, peut-être, vous avez posé la question, quelles sont les limites? Peut-être on aura le temps de revenir sur ça. On y reviendra, c'est sûr. En tout cas, la paroisse ou la tariqa est très bien défendue, elle se défend bien. C'est intéressant. Voilà. J'aimerais qu'on revienne sur ces géants d'Internet qui aujourd'hui dominent
domine le monde, on peut le dire. On parle de Google, on parle de Apple, de Facebook, Amazon. C'est vraiment devenu les acteurs historiques de l'ère d'Internet. Ils représentent aujourd'hui les entreprises les plus puissantes au monde, avec un cumulé de 407 milliards de dollars de réserves de cash. Ça, c'était estimé en mars 2017. Donc, la question qui me vient directement à l'esprit, c'est, selon vous, qui êtes des experts du domaine, qu'est-ce que ces géants ont en commun? Qu'est-ce qu'elles ont compris, ces entreprises, sur notre comportement, sur l'être humain, qui fait qu'elles ont atteint un degré de réussite extraordinaire? C'est quoi la ligne directive, selon vous? Je pense, moi je fais quand même, c'est vrai que c'est plus facile de les appeler GAFA ou GAFAM et de les mettre tous dans le même bateau, mais il y a quand même une différence majeure, je pense, entre Apple et Amazon qui sont dans le retail, c'est-à-dire qui vendent des produits, qui sont des commerces traditionnels, si on regarde bien, même si Amazon fait de l'e-commerce, Amazon prend un produit d'un point A et l'amène à un point B. Facebook et Google, à la différence d'Amazon et Apple, sont gratuits, sont ouverts pour n'importe qui. J'enlève le côté smartphone de Google, mais en général, voilà, si vous allez sur la barre de recherche Google, vous tapez quelque chose, gratuitement, on vous donne une information. Facebook, si vous allez mettre une photo sur Facebook ou un statut, vous pouvez le diffuser à plusieurs personnes gratuitement. Il faut bien que ces plateformes monétisent le service qui est mis en place. Et comme le disait M. Mendy il y a quelques instants, on ne peut pas penser que ces personnes-là sont des ONG. Non, ce sont des entreprises capitalistes qui sont là pour faire du profit. Donc leur objectif, c'est de faire du profit. Alors, c'est au gouvernement de réguler. Et vous voyez, ils ont eu des problèmes. En Europe, on vient de passer la législation cette année du RGPD, là. Donc, je n'ai pas l'acronyme exact. Mais voilà, c'est une nouvelle législation européenne qui force les plateformes des GAFAM à responsabiliser, à être responsables lorsqu'il y a un problème au niveau des données. Donc elles doivent sécuriser les données. C'est très complexe et c'est un assortiment de mesures légales qui ont été prises par l'Union européenne pour contraindre ces plateformes-là à se soumettre à la législation et à protéger les données des individus. Aux États-Unis, on a toujours du problème, parce que c'est quand même le pays du capitalisme, c'est un peu plus difficile de faire passer toutes les lois. C'est des entreprises qui sont en réalité devenues beaucoup trop grosses pour pouvoir être régulées facilement. Facebook aujourd'hui est propriétaire d'Instagram, de WhatsApp. Lorsque Facebook a racheté Instagram, Facebook n'avait pas gagné le moindre centime. Donc c'est pour vous dire à quel point… c'est un investissement. C'était un investissement, mais à quel point ils ont du pouvoir aussi. C'est-à-dire que n'importe quelle innovation qui arrive demain, Facebook peut se permettre de l'acheter. Donc il y a des voix qui s'élèvent aux États-Unis partout, que ce soit dans les universités, dans le monde des affaires même, malgré le fait que ce soit un pays capitaliste, mais qui demandent à ce que Facebook soit démantelé, tout simplement, parce que c'est devenu trop important. Il y a des lois antitrust aux États-Unis aussi qui protègent beaucoup la concurrence, et il y a des soucis de concurrence. Donc effectivement, ces GAFAM posent problème aujourd'hui. Problème qu'on n'avait pas vu il y a 5 ou 10 ans parce qu'on pensait que c'était l'innovation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas donner autant de pouvoir à quelqu'un comme Mark Zuckerberg qui a 35 ans, le board de Facebook, c'est quelques personnes. Donc on leur donne énormément de pouvoir et je pense que beaucoup de pays vont progressivement se pencher sur la question et la question même du démantèlement va se poser un jour ou l'autre. D'accord. Votre question a une double dimension. Que partagent ces entreprises, les GAFAM? La première chose, c'est que ce sont des entreprises privées qui évoluent dans un système capitaliste. Ça, quand même, si on ne s'arrête pas pour le constater, nous n'allons jamais essayer de comprendre. Alors, l'autre chose, c'est, vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ces chefs d'entreprise ou ces plateformes ont compris de la vie de l'homme, de l'intelligence de l'homme, de ses faiblesses? Exact. Voilà. Parce que je me dis, sans vous couper, que pour atteindre ce niveau de succès, de réussite qui dépend directement du comportement humain, il y a une analyse poussée qui doit être faite. Parfaitement. Vous savez, les hommes, le temps et l'espace a toujours été un défi pour les hommes. L'autre question fondamentale pour les hommes, ils sont des humains, ils ont une intelligence. Et ils ont une deuxième intelligence, entre guillemets, émotionnelle.
on aime voir ceux qui nous aiment, on aime aussi voir ceux que nous aimons. Et c'est ce que, et au-delà de cette question relationnelle, il y a la question aussi du travail. Il y a la curiosité humaine qui veut toujours découvrir d'autres espaces. Et le numérique parvient à être une solution qui règle énormément de choses. Alors, en dehors du fait que ces entreprises sont des entreprises privées qui cherchent tout le temps du profit, ces entreprises aujourd'hui parviennent à régler une question fondamentale parce qu'il y a eu des guerres pour déplacer des frontières. Aujourd'hui, ces entreprises parviennent à dépasser les frontières physiques jusqu'à pouvoir non seulement influencer des décisions politiques, là quand même, ça devient grave, jusqu'à pouvoir aider à intervenir de manière à la limite maléfique dans des compétitions politiques dans des pays pour que des gens soient élus. Là quand même, c'est une atteinte à la dignité humaine, c'est une atteinte, c'est un coup à la démocratie, tout comme c'est le coup partout où il y a une faiblesse sur la législation par rapport aux données que ces entreprises prennent pour les revendre à d'autres GAFAM. Exactement, et j'allais y venir justement, vous soulevez un défi important, et j'allais me permettre de vous poser cette question un peu difficile. Où est-ce que vous vous situez par rapport à, éthiquement parlant, par rapport à ce mécanisme, par exemple de Facebook, qui, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, est gratuit. Gratuit relativement, parce qu'on offre, ce qu'on offre à Facebook, c'est nos données. Nos données, nos vies, on nous permet de faire des études comportementales sur nous, etc. Pour ensuite faire de nos données ce qu'ils veulent, avec les gouvernements, avec telle ou telle agence, etc., tel ou tel lobby. Éthiquement parlant, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais défendre un petit peu, en tout cas surtout mon monde du marketing et l'opposer au marketing traditionnel. Par exemple, on peut citer d'autres belles villes, chères et belles villes de Dakar, qui aujourd'hui est totalement dénaturée par des panneaux de taille, de couleur, de format, de messages complètement aléatoires sur chaque mètre. Chaque 5 mètres, on a un panneau qui nous dit « achète mon produit, viens à ma conférence, inscris-toi dans mon école, etc. etc. » C'est pour répondre à la question sur l'éthique, grâce à un ciblage que nous, en tant que marketeurs, on ne voit pas. Ce n'est pas des données auxquelles nous, on a accès. On a simplement dit à Facebook, par exemple, si demain, je représente une école et que je souhaite recruter des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans et qui se trouvent à Dakar, je vais dire à Facebook, ne montre mon message qu'à ces gens-là. Ne pollue pas visuellement, ne stresse pas pour rien, ne déforme pas le paysage. Donc, c'est pour ça que la question, elle est compliquée. Éthiquement, effectivement, il faut qu'il y ait des barrières. Le scandale de Cambridge Analytica qui a aidé l'élection de Donald Trump, qui a aidé le Brexit, c'est proprement scandaleux parce que Facebook aussi doit assumer, et comme le disait M. Mendy, c'est une entreprise capitaliste qui a des faiblesses d'ordre pécuniaire et qui s'est retrouvée à laisser l'accès à une entreprise parce qu'elle lui permettait de gagner de l'argent, d'avoir accès à des données sensibles. Ces genres de pratiques doivent immédiatement cesser, doivent être sanctionnés par des amendes, etc. Donc il faut qu'il y ait tout un appareil législatif pour permettre de régler ces problèmes-là. Par contre, il ne faut pas balayer d'un coup de revers tout ce que permet la publicité ciblée. La publicité ciblée permet à des gens, par exemple, nous travaillons avec des artisans qui ont des œuvres, qui peuvent les vendre à des personnes ciblées qui sont... Voilà. Si moi j'aime l'art, c'est tout à fait normal que lorsque j'ouvre mon Facebook, j'ai des publicités qui soient liées à l'art. Je pense que pour l'utilisateur, je pense que c'est mieux. À la télé, on est passif, on est assis, on a 20 publicités pour des marques de lait, on est obligé de les consommer. Si on n'est pas consommateur de lait, on est exposé pour rien. Donc, c'est une question qui est difficile. Ouais, mais encore là, de toute façon, vous défendez excellemment bien le concept parce que c'est sûr que l'avantage aussi de cette publicité ciblée, c'est que sur Internet, on peut choisir. On peut choisir ce qu'on veut voir ou pas. Exactement. Donc, on peut aussi décider de prendre le téléphone et de le mettre de le poser à côté. Écoutez, on a parlé d'argent, de gains, etc. On va continuer dans cette lancée. En parlant des entreprises, comment est-ce que les entreprises s'adaptent à cette révolution numérique pour une meilleure productivité? Parce que les choses avancent, les gens
sont de plus en plus connectés, comme on dit. Donc, il faut que les entreprises aussi réadaptent leurs produits. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Oui, vous savez, il y a, je ne dirais pas deux courants, mais deux idées qui traversent le monde aujourd'hui. C'est quel est le véritable impact ou quelles sont les conséquences de l'usage du numérique dans le domaine de l'entreprise. L'usage du numérique, à la limite, favorise beaucoup les entreprises, c'est-à-dire, je parle des employeurs. Mais en ce qui concerne les travailleurs, il peut y avoir un problème. On constate, il a évoqué tout à l'heure, quoi que l'on dise, le numérique a amené, ou le digital dans les entreprises, a fait perdre à beaucoup de citoyens du monde des emplois. Ça, c'est une réalité. Même si on constate d'autre part que le numérique ou le digital ne va pas faire disparaître totalement le travailleur, mais va transformer le monde du travail. Ça, c'est l'une des réalités. L'autre réalité, c'est que les travailleurs aujourd'hui travaillent plus qu'il n'en faut. Et pourtant, ils sont payés sur la base de à la limite, peut-être pas du produit, mais de la présence physique, des 8 heures. Avec le numérique aujourd'hui, les gens travaillent plus. Ils consacrent beaucoup plus d'heures de travail. Et ça a un impact aussi social et au niveau de leur famille. Maintenant, il faut s'adapter. Nous sommes dans un monde, c'est quand même un courant. Faut-il s'adapter? Les entreprises doivent-elles s'adapter? Ah oui, il faut s'adapter. Les entreprises, comme on l'a dit, on ne crée pas une entreprise dans le monde capitaliste pour dire aux gens, mais écoutez, je suis le neveu de Mère Teresa, c'est pour gagner. Oui, et ce qui est bien, sans vous couper, ce qui est bien dans ce domaine-là, c'est qu'on peut parler, parce qu'on parle forcément d'un gain, quand on parle entreprise, quand on parle économie, le but c'est le gain financier. Donc en pensant juste à ça, c'est plus facile de faire la part des choses en se disant que l'entreprise elle doit aller vers ce qui marche. Donc forcément elle doit avoir une présence numérique. C'est bien ça? Parfaitement. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est intéressant aussi ce dont vous avez parlé par rapport à la charge de travail qu'on effectue. Justement, l'un des impacts du numérique, comme on le disait tout à l'heure en discutant, c'est qu'on peut travailler mais constamment, surtout quand on est entrepreneur. Vous, en tant qu'entrepreneur, il peut vous arriver de quitter le bureau et puis de toujours être en train de travailler chez vous, n'importe où. Il suffit d'avoir votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Comment est-ce que vous coupez avec le travail à ce niveau-là? Comment vous tirez la sonnette d'alarme et que vous dites « Ok, là, je me déconnecte carrément ». Comment ça se passe pour vous? Personnellement, ça ne se passe pas. C'est assez simple. C'est honnête. Mais parce que, voilà, après, moi, en tant qu'entrepreneur, moi, j'adore ce que je fais. Je suis vraiment passionné de ce que je fais. J'ai toujours voulu, voilà, dès que j'ai décroché mon bac et qu'il s'est agi de choisir ce que je voulais faire dans la vie, il y a toujours eu quelque part, pas loin, le numérique comme ligne de mire. Donc, je n'ai pas l'impression réellement de travailler lorsque je suis en train de régler quelque chose. Mais effectivement, il faut prendre du temps pour soi, ça c'est évident. Il faut prendre du temps pour soi, mais on peut aussi le faire, c'est ce qui est la magie du numérique, on peut aussi le faire aujourd'hui avec son téléphone. C'est-à-dire, voilà, si à partir du vendredi, bon, même si on peut travailler les week-ends de temps en temps, couper le week-end et passer des conversations professionnelles à des conversations amicales, sortir voir les gens, etc. Il faut le faire, ça évidemment, il ne faut pas need de machine, quoi. Ça c'est évident. Mais il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, je peux être à Dakar, je peux être à Saint-Louis, je peux être à Ziguinchor et travailler, je peux être à l'étranger et travailler sans quasiment d'interruption. Tout dépend évidemment du milieu dans lequel on évolue, oui. Mais dans notre milieu, nous, on peut travailler, voilà, j'ai une équipe qui peut se retrouver n'importe où dans le monde, travailler, on se voit pendant qu'on travaille, on a énormément d'outils aujourd'hui qui nous permettent de contrôler, de suivre, d'échanger, de donner notre avis. Pour moi, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que la communication, voilà, elle est moins unidirectionnelle avec le numérique et franchement, je ne vais pas m'en plaindre. Oui, on s'en plaint pas, on s'en plaint pas. Juste rapidement, pour aller un peu plus en profondeur, pour ceux que ça intéresse, on sait que tout ce qui est numérique, ça marche avec des algorithmes différents.
c'est à travers ces algorithmes-là, c'est en comprenant ces algorithmes-là que ces entreprises ou même les influenceurs peuvent avoir le plus d'impact. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement un peu comment ça fonctionne sans vraiment rentrer dans les détails? Oui. Les algorithmes font appel ou nous amènent aujourd'hui à parler de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que à travers des programmations, on parvient à prévoir certaines choses, à demander des réponses, entre guillemets, intelligentes à des machines, etc. Donc, c'est tout simplement ça. Techniquement, pour les mathématiciens, pour les informaticiens, ils vont aller dans les profondeurs. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais tout simplement, c'est quelque chose qui permet de mieux programmer les réponses par rapport aux humains. Donc, c'est dans ce sens que moi, je l'aborde. D'accord. J'ai la petite... bon, je ne suis pas non plus informaticien de marketing, mais voilà. On peut le voir comme une recette de cuisine, en fait. Des ingrédients qui donnent une recette. Oui. C'est une recette mathématique qui permet d'avoir des résultats en fonction des paramètres qu'on y introduit. Et ce que les réseaux sociaux utilisent aujourd'hui le plus, grâce à ce dont vous venez de parler au niveau de l'intelligence artificielle, c'est permettre à des algorithmes d'avoir une mémoire. C'est-à-dire, la machine, elle se retient lorsqu'il s'est passé ces événements-là, il y a eu ça comme résultat. La machine enregistre ce résultat-là et elle permet, lorsqu'il y a une décision à prendre plus tard, de revenir à la mémoire. C'est ça l'intelligence artificielle en résumé. En résumé. Et donc, si vous regardez aujourd'hui le danger, peut-être des algorithmes qu'il faut peut-être mettre en avant, c'est de laisser totalement le pouvoir de décision à une machine. Oui. C'est ce qui peut poser problème. Et je pense que aujourd'hui, si on regarde vraiment, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup de gens en parlent. Donc, je pense que les politiques vont suivre, je pense, derrière. C'est-à-dire qu'il y a aussi des questions de guerre économique. On a bien vu, par exemple, avec la 5G, les États-Unis et la Chine en train de se chamailler sur qui sera le premier à installer les antennes partout pour écouter potentiellement les gens, etc. Donc, je pense que les gouvernements, pour le coup, n'auront pas vraiment raté le virage de l'intelligence artificielle qui arrive. D'accord. C'est très bien résumé. Et puis, si on devait retenir quelque chose, ce serait, bien entendu, chacun devrait prendre ses responsabilités. Je pense que c'est ce qui revient, ce qui est un peu redondant dans notre discussion. Mais si on pourrait en parler pendant des heures, hein, c'est un sujet passionnant. Là, on arrive un peu à la fin. Donc, j'aurais aimé que vous terminiez avec votre message de la fin en parlant chacun de vos plateformes respectives, autant Gaïneco que l'Observatoire des usages à nos téléspectateurs. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous inquiets et je pense que votre inquiétude par rapport à ce que le numérique, l'Internet ou le web peut nous faire est inquiétant. Et comme je disais, la limite de tout ça, c'est la dignité humaine, c'est le lien social, c'est la vie humaine. À chaque fois qu'un progrès doit menacer l'une de ces questions, il faut que l'on s'arrête pour dire, mais écoutez, nous avons atteint le Rubicon. Voilà. Et au Sénégal, que cela soit pour l'économie numérique, que ce soit pour les universités, pour la recherche, pour N choses dans le domaine du numérique, il y a un problème qui est là et qui est partagé, c'est la disponibilité de données sur le numérique. L'ARTP vous donne des données, d'autres structures vous donnent des données. C'est heureux de constater qu'au Sénégal, nous avons mis en place la commission des données personnelles, que le Conseil national du numérique du Sénégal est mis en place et N d'autres structures. Mais le problème fondamental qui va permettre de maîtriser et de booster les choses, ce sont les données. Et les données, ce sont des enquêtes qui peuvent prendre beaucoup de temps, qui mobilisent beaucoup de moyens et c'est ce qui manque pour parfaire notre écosystème numérique. Et l'ONuméris, l'Observatoire des usages du numérique du Sénégal, vient comme une solution pour répondre aux questions de données par rapport à la santé dans le domaine du numérique, par rapport à l'éducation, par rapport à l'agriculture, par rapport à tout simplement l'usage, à amener les Sénégalais à comprendre, à savoir ce que le numérique fait dans la société sénégalaise et ce que la société sénégalaise fait du numérique. Voilà un peu
l'objectif de l'Observatoire des usages du numérique du Sénégal. Ben merci Monsieur Mendy moi pour qui ça. remercie. Et vos derniers mots, vos mots de la fin, Monsieur Kane, par Oui, rapport alors à... juste, je vais prolonger ce que disait Monsieur Mendy et mettre l'accent surtout sur la souveraineté. La souveraineté numérique, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment important parce qu'on est en plein dans l'ère du numérique et il faut que les États, et on en a parlé un petit peu, peut-être même cette solution doit plutôt être africaine parce que nous n'avons pas les moyens de notre souveraineté numérique, il faut être honnête. Il faudrait vraiment qu'on prenne notre destin en main. La Chine le fait très bien. Il y a plein de pays, Israël le fait très bien, le Rwanda le fait, il y a un acteur africain qui sont voilà, en ligne de mire. On veut avoir notre souveraineté numérique. C'est des questions très importantes. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ce que nous avons créé chez Gainako, nous avons créé un média qui s'appelle VUDAF, qui est un média panafricain, qui crée du contenu social, qui aujourd'hui est lu par plus de 60 000 personnes par mois. Donc ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. Et c'est quelque chose qui part de chez nous. Et c'est vraiment ça le message en fait, que j'ai envie de porter à tous nos pays africains. C'est qu'il faut vraiment créer des choses qui partent de chez nous et pour avoir nous aussi notre place à la table dans le futur des nations. Ouais. Peut-être j'aimerais qu'on termine avec ce concept-là parce que vous avez parlé d'acteurs, vous avez cité beaucoup d'acteurs qui le font très bien et vous avez cité le Rwanda parmi ces acteurs-là. À votre avis, vous êtes tous les deux africains, nous sommes en Afrique, ce qui implique une certaine culture, etc., et un certain rapport avec l'étranger. Selon vous, quel est le rôle de l'Afrique dans cette opportunité du numérique? Quel rôle l'Afrique doit-elle jouer dans ce nouveau monde, dans cette révolution numérique, à votre avis? Le constat aujourd'hui, c'est que l'Afrique consomme le numérique. L'Afrique consomme les infrastructures, l'Afrique consomme les services. Pire, l'Afrique consomme même les comportements dans ce qu'on appelle la mondialisation du savoir ou la mondialisation des pratiques numériques, si vous permettez. Et la taille de nos États, nous avons parlé des GAFAM, l'une de leurs caractéristiques, c'est leur taille. Un pays, un micro-État, à lui seul, ne peut pas faire face à ces géants du numérique. Donc, nous devons aujourd'hui aller vers, à la limite, une organisation africaine qui met en place une législation qui est commune à tous les pays africains pour faire face à ça. Parce qu'avec plus de 458 millions d'habitants sous peu, l'Afrique reste à la limite une vache à lait en termes de données, de publicité pour ces GAFAM. Voilà, donc l'Afrique doit se réveiller pour se positionner, mais en tant qu'organisation africaine unitaire, au lieu que ce soit des États qui tentent d'organiser de petites révoltes qui ne vont pas durer. Ouais, écoutez, c'est intéressant de vous entendre dire que l'Afrique se place en consommateur, encore une fois. À votre avis, Monsieur Kane, est-ce que cette idée de consommation africaine doit changer? Absolument, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire M. Mendy. Absolument en accord total. Il nous faudrait être propriétaire de nos données. On n'a pas assez de data centers en Afrique. On est dans la consommation, on n'est pas dans la production et la sauvegarde. C'est des questions essentielles, c'est des questions de souveraineté. On a beaucoup de menaces qui arrivent en Afrique de l'Ouest en ce moment, qui sont même présentes dans certains pays. C'est inconcevable vraiment que ces sujets ne soient pas sur la table. Et encore une fois, à l'échelle d'un pays, le Sénégal ne représente absolument rien devant un Facebook, absolument rien. Il faut vraiment s'en rendre compte. On n'a aucun moyen de lutter contre quoi que ce soit si on ne le fait pas ensemble. Les pays, les États-Unis, l'Europe souffrent, c'est pas le Sénégal qui va s'en sortir tout seul. Donc il faut vraiment qu'il y ait un leadership africain qui soit impulsé par un ou deux États, mais il faut qu'il y ait quand même un concert des nations qui décide de mettre en place des règles, qui décide de mettre en place des ressources et des moyens pour pouvoir lutter contre les dérives potentielles de ces grands groupes. D'accord. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour une émission passionnante. Je vous souhaite tous les deux bonne continuation dans le numérique. Et nous donnons rendez-vous à nos chers téléspectateurs dans votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme.
Un grand merci à toute l'équipe. Je suis Sophie Abba et nous vous donnons rendez-vous prochainement.